everybody, it's Bea. I'm so excited. Today I'm with Ursula Rushon, also named as Painter B, an artist of New Orleans, and I'm so excited to have you today. Hello, Ursula. Thank you for having me. So, Ursula, explain us what you do, what is your heart, and how you live in this beautiful city. Well, I was born and raised in New Orleans. I am an artist, as you stated earlier. I have a passion for painting and for art and for the creatives and everywhere in that realm. I started a nonprofit foundation called The Color Gallery about 4 years ago. So we use non-traditional behavioral health techniques with the inner city kids to assist them in what would be any type of mental health issues or trauma that they're dealing with. So they work those problems out through art, be it painting or theater or music. We also have a culinary program that we've instituted. So my heart is in the art world. Yes, and I saw you were linked with this mantra called here City of Yes. Yes. And you have worked on it and you have created some things around that. Right. Can you explain it? Absolutely. So originally the City of New Orleans stood for, the acronym was NO, so it was the City of No. So Mayor LaToya Cantrell, after she was elected, she wanted to change that, and she said she was going to call it the City of Yes. So she commissioned me to do the logo for it, and within that, it's supposed to embody, this inclusivity of essentially all the cultures in New Orleans. Oh, yeah. And an appreciation for them. You are linked with a lot of people here, artists, movements. Mm-hmm. You are very productive on social media, right. as Instagram. Mm-hmm. Here in New Orleans, it helps the artists to be on the internet and on this kind of media, or? Absolutely. Social media is crucial for artists, especially living artists right now that want to get their art out. Obviously, everybody knows that normally artists are only popular after they've died. So, unfortunately, so I tried to create something. It was almost a movement to support living artists and buy artwork from living artists. So not only do I put my own work on my social media page, and I use my social media page to, promote and produce a lot of my own artwork, but I also promote a lot of other artists in the city. And so we've had a number of events where artists will come together collectively and showcase their pieces. I saw you use a time-lapse painting. Mm-hmm. They are very popular on the internet. They are. They're very popular only because people normally want to see the start to finish, how you actually create the piece. The movement behind the piece, people like the behind the scenes part. So I absolutely use time-lapse only because if not, they'd be watching 4 and 5 hours worth of work. So time-lapse is a good creative way to get artwork out there, especially for younger artists.
are also you coming from a Creole family, an old family from New Orleans. Here in New Orleans, it's very multicultural. Right. So, can you explain what is the Creole mood here and how the Creole word exists in New Orleans? Absolutely. We've been here roughly, I'm going to say almost 7-8 generations. Pierre Rochon, my 7th great-grandfather, was from Saint-Côme-de-Vert in France. He migrated to Puerto Rico where he met his wife, Henriette Colon, and they then moved to Mobile. So we've been in the city, for generations. Oh, wow. So a very old family from here. What do you think about the future of the city and this slogan, City of Yes, for the artists and for this dynamic artist movement? Right. The City of Yes, I think, is extremely important, especially post-Katrina, because post-Katrina, a lot of people did not return. I know there's a large struggle to maintain that same cultural aspect that we had before the storm. So the City of Yes, I think, has been embraced by a lot of artists to make sure that we maintain that type of culture in the art world, and we make sure that it's expressed in several different avenues as far as, architecture, agriculture, or, culinary cuisine, or even, minor poetry events. I'm noticing that there's a carryover to make sure that people of my generation especially want to maintain, the same culture that the city had before the storm. So thank you, Painter B. We can discover what you do on your Instagram. Absolutely. The address is... It's Painter Bae, so that's PAINTERBAE. Okay, marvelous. Bonjour à tous, c'est Béa. Eh bien, je suis très heureuse d'être aujourd'hui ici dans un endroit que j'adore, puisque je suis dans un studio de danse et nous sommes à Paris, à l'école Juste Debout School, une école de danse essentiellement autour du hip-hop. Et pour notre sujet aujourd'hui, nous allons traiter évidemment de toute cette art de la danse et la danse notamment urbaine. Et je suis accompagnée aujourd'hui de deux personnes, Yuval, ici présent,
et Bruce Ikenji, donc qui est le fondateur de cette école dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Bonjour à tous les deux. Bonjour à toi. Alors le hip-hop, cette discipline est arrivée en France, mais on sait que le hip-hop vient d'où? Des États-Unis. Tout à fait. Donc toi, Yuval, en fait, par ton parcours et par ce que tu fais, tu as vécu cette arrivée du hip-hop en France et un peu son évolution. Alors comment ça s'est passé le début avec l'arrivée de cette discipline qui s'est développée un peu avant aux States et qui arrive donc en France et je pense que particulièrement à Paris. Particulièrement à Paris, on pourrait donner quatre légendes urbaines par rapport à l'arrivée en France. Je vais t'en donner une comme ça au moins c'est chronologique, pour moi c'est parfait. On va parler du New York City Rap Tour, donc en novembre 82, les gens parlent du 21 novembre, c'est la date officielle. Donc c'est une tournée avec 25 artistes, certains faisaient du double dutch, d'autres faisaient du rap, d'autres du graffiti et d'autres de la danse. Mais c'était surtout une tournée qui mettait en avant une surexposition pour les jeunes de la danse. C'est-à-dire montrer la nouvelle esthétique des danseurs américains, parce que bon, les gens avaient grandi aussi avec Fame à cette époque-là. Et c'est vrai que là, tout d'un coup, il y a une nouvelle danse qui arrive et ça va être une danse qui va être spectaculaire. Et les Français ne la connaissent pas. Parce que qu'est-ce qu'ils connaissent les Français en fait avant que ce hip-hop-là arrive? Tu me parles de Fame, mais en France, on écoute quoi en termes d'influence américaine musicale? En tout cas, la France a développé une forme de danse qu'on appelle le jazz rock. C'était la danse officielle. Donc c'est beaucoup ceux qui étaient africains qui disaient cette danse-là dans certaines boîtes comme l'Emeraude, le Bataclan, le Poney Club. C'était les boîtes et le Rex, c'était les boîtes qui mettaient en avant cette émergence à cause des DJ comme Shabba, Maurice et pas mal d'autres, et Sydney. Et d'autres personnes dansaient plutôt sur une musique qu'on appelait le funk pour cette époque-là. Et la génération d'avant, c'était du rock. Donc on appelle la génération des Black Panthers, des Dead Kings et tout ça, avant. Donc cette discipline qui est multidiscipline en fait, puisque on parle de l'expression rap, on parle de la danse, on parle du graffiti, tout à fait. Du DJing et du DJing bien sûr, arrive en France. Et donc, toi, tu es intéressé ou en tout cas attiré par la partie danse. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que toute cette culture fonctionne ensemble ou est-ce que la danse se développe de son côté et qui la pratique? Qui sont les gens qui rentrent dans ce mouvement? En fait, selon l'âge que tu as, et tu vas aller voir ce fameux New York City Rap Tour. Donc c'est vraiment une question entre kids et ados ou adultes au pire. Et moi, je suis trop jeune pour aller voir ça. Donc, à la rigueur, tu peux le voir sur Megahertz. C'était une émission qui était à l'époque, donc présentée par Alain Manéval. C'est lui qui présentait cette culture rock, punk et en même temps cette nouvelle discipline qu'on appelle le hip-hop, avec tout ce que ça comprend derrière. Mais en même temps, tu as aussi l'émergence de certaines radios qui, eux aussi, vont proposer ce qu'on appelle un registre plus électro, en 82 avec cette musique qu'on appelle l'électro-funk. Mais on ne sait pas encore c'est quoi. Donc il va falloir attendre un film qui va quelque part changer la donne, qui va s'appeler Flashdance. Et dedans, tu as à peu près une minute, où tu vois des artistes qui vont performer. Dedans, il y a évidemment Normski, c'est le premier que tu vois, Mr. Freeze, Crazy Lake, Ken Swift et Frosty Freeze. Mais on ne connaît pas les noms. D'accord? Et ensuite va arriver le moment phare pour moi, pour aussi pour tout le monde, qui va être la fameuse émission HIP HOP en 1984, en janvier 84. Donc là, c'est la première fois que cette culture arrive sur les chaînes de télévision et donc le grand public peut en prendre connaissance, parce qu'avant, ce que je comprends, c'est que c'était plus underground, comme on dit, et c'était dans des clubs ou dans la rue où on voyait éventuellement du graffiti, mais c'était vraiment sur un cercle fermé, cercle artistique très, très vivant d'ailleurs. Et donc là, ça arrive à la télé. Ok, est-ce que ça marche? Qu'est-ce qui se passe après par rapport à ça? Si t'as un kids, c'est magnifique, c'est beau, c'est après Starsky Hutch, parce que tout d'un coup ça devient une mode. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a des codes qui se mettent en place, qu'on comprend ou qu'on comprend pas, ça dépend. Donc on est tous des Zoulous, on fait tous des signes, on est tous codifiés par rapport à l'émission HIP HOP. Okay. Pour cette époque, Sydney il a déjà 30 ans, il a 29 ans quand il fait l'émission. On regarde aussi un groupe qui s'appelle les PCB. Et dans ce qui nous intéresse le plus, c'est deux parties. La première, c'est que c'est en trois parties. La première, c'est toujours présentation d'un artiste.
Donc c'est Herbie Hancock, Madonna pour la première fois, François Feldman, enfin il y avait plein d'artistes qui vont arriver. Et ensuite, tu as la leçon, ce qui nous intéresse le plus. Donc ça va être à un moment donné Sydney ou les PCB qui vont nous montrer des mouvements que nous on va regarder à la télé et qu'on va reproduire après dans la rue. Avec évidemment les codes, c'était le gant blanc, la casquette et le carton. Et pour ceux qui avaient un peu d'argent, le ghetto blaster. Là, c'est pour ceux qui sont vraiment kids et qui regardent. Et accessoirement, après, le défi. Où des gens vont se confronter et à ce moment-là, les PCV vont délibérer pour savoir qui va gagner, qui va rester, qui va perdre. Et donc, ça va durer pendant 1 an. Et à l'issue de cette émission, tout d'un coup, il y a toute une économie qui va se créer, que ça soit une économie et puis des médias qui vont se mettre en place, donc des journaux, des nouvelles musiques qui vont arriver, des clips vidéo, et tout d'un coup ça va entraîner toute une jeunesse à vouloir à un moment donné les kids qui dansent à l'école. Donc tout le monde va danser. Ok. À ce moment-là, ce qui est produit donc et cette émergence qui sort un peu de la visibilité de cette culture à travers cette émission, est-ce que ce qui est produit est vraiment copié sur les Américains ou est-ce que il y a une identité qui est propre au fait que c'est en train de se développer dans des zones urbaines en France, à Paris, en région parisienne, ou est-ce que ça reste vraiment très en modèle de la culture américaine? En fait, quand l'émission sort, c'est toute la France qui danse, que ce soit du nord au sud, hein, tout le monde danse. Alors évidemment, après, on commence à avoir des influences qui sont très très américaines. Et les Français les plus forts pour cette génération, en tout cas quand t'as un enfant, c'est les PCB, parce que c'est ceux que tu vois à la télé. T'as les Street Kids avec Benoît, t'as aussi Enrique qui est en finale de l'émission. Mais ce que je veux dire, c'est que on est très influencé et en même temps, dans l'année en cours, il y a 2 films qui vont arriver et qui vont donner une grande direction. Le premier, c'est Biscuit en juin 84. Et ensuite, c'est Breaking, qu'on appellera Breakstreet 84, si tu veux, en septembre, et qui va donner une influence plus californienne. Mais nous, dans ce qu'on voit, si tu veux, c'est à chaque fois que ces films sortent, nous, c'est aller au cinéma. Ça nous permet d'évoluer plus que l'émission à chip à choper, parce que tu vois plus d'informations. Ensuite, tu as les endroits qui vont devenir phares, ça va être le Trocadéro, qu'il a connu, et évidemment la salle Paco Rabanne, où on allait, et puis où tout d'un coup, tu vois tous les gens les plus forts de cette génération. Donc là, tu as vraiment les kids, les ados et les adultes qui vont être dans cette salle, et là, tu vas avoir accès à plus d'informations que l'émission à chip à choper. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur cette arrivée et ce développement du hip-hop à travers ces films et puis donc ces artistes qui se greffent à cette mouvance, qui sont pas forcément d'ailleurs des artistes liés au hip-hop. Voilà, liés au hip-hop ou dans cette culture au début, mais qui l'embrassent ou embrassent ce nouveau mouvement et mettent à disposition ou aident l'émergence de ce mouvement. En fait, Paco Rabanne, je pense qu'au départ, c'est pas vraiment le hip-hop qu'il a voulu dire. Il a plutôt voulu donner en disponibilité sa salle. Et en fait, comme c'était la période de ce qu'on appelle le hip-hop, la plupart des gens... En fait, dans cette salle, il y avait beaucoup de gens qui étaient des gens qui faisaient du jazz rock et beaucoup de gens qui pratiquaient cette danse qu'on appelait la danse hip-hop, enfin les danses hip-hop, puisqu'il y avait le pop, le popping, le locking et ce qu'on appelle le b-boying, mais qu'on appelle communément le break dance, si tu veux, d'une certaine manière. Et ensuite, pour moi, les personnes qui ont été les plus influentes, Sydney aussi, avec son émission à chip à choper, Paco Rabanne avec la salle, et ensuite, par la suite, Jacques Massadian avec parce qu'il a créé un endroit qu'on appelait le Globo, chez Roger Boisfunk, où tout le monde allait entre 87 et 88, les dynasties par rapport au Free Jam qui avait lieu au Terrain Vague de la Chapelle à partir de 1986 aussi. Et Dan de Ticaret avec c'était un endroit où tout le monde achetait des vêtements, genre le Kangol, le chapeau de Kangol, la plaque d'Em où il y avait ton nom, les baskets et puis les pattes lacets. Voilà. Qui sont des énormes lacets voilà. Qu'on met sur ces baskets. Exactement. Et justement, l'émergence de ce mouvement, alors on parle de danse, donc dans la danse il y a une esthétique. Bien sûr. Et ce mouvement va
au-delà de simplement cette discipline, c'est aussi une attitude dans la manière de se comporter, c'est aussi, comme tu le disais, une manière de se vêtir. Est-ce que c'est pour ça que des créateurs ou bien des artistes qui sont pas forcément des artistes musicaux mais qui sont dans l'art s'intéressent à ce mouvement et ça prend une place qu'on sent très présente dans ce moment contemporain à ce moment-là? Après, il y a beaucoup de gens qui vont à un moment donné intervenir dans la culture hip-hop, que ce soit aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est beaucoup les gens comme Keita Ring, Jean-Michel Basquiat, on va dire Henri Calfan, Martin Cooper, enfin plein de gens qui sont pas issus du hip-hop, qui vont s'intéresser au hip-hop, Malcolm McLaren et pas mal d'autres. Et ensuite, on va leur donner leur moment de gloire, ou alors on va quelque part se dire non, c'est des Christophe Colomb mais on les reconnaît pas. Et en France, le premier vraiment, il y a eu Marie-France Brière parce qu'elle a proposé l'émission à Chipa Chopé. T'as aussi des gens qui avaient rien à voir avec le hip-hop mais qui sont un peu les Zulu Queens du moment. C'est évidemment Sophie Bramley et Laurence Tutu. Et leurs écrits par rapport à la tournée. Mais c'est vrai que des fois quand tu parles avec eux, c'est des gens qui ont vu l'émergence du hip-hop mais ils se reconnaissent pas vraiment dans le hip-hop. Quand tu parles avec eux, ils vont te dire qu'ils ont permis au hip-hop un petit peu d'évoluer, mais en même temps, c'était un petit peu l'univers dans lequel ils évoluaient pour cette période-là. Mais c'est pas des gens qui sont restés très longtemps dans la culture hip-hop. Ok, donc ils ont été des passeurs artistiques de cette culture. Et alors je voudrais qu'on s'arrête sur un moment particulier qui semble dans mon esprit avoir marqué en fait vraiment un temps dans cette arrivée du hip-hop en France. C'est la venue de Afrika Bambaataa. Et ce qui s'est passé. Est-ce que tu peux me... Afrika Bambaataa, il a fait partie de la tournée du New York City Rap Tour. Il était avec, je crois qu'il était avec Sophie Bramley. Et Sophie Bramley, elle met la radio et elle entend qu'il y a un animateur français qui joue une musique qui est très underground aux États-Unis, une nouvelle tendance qui est arrivée en 82, qui était ce qu'on appelle l'électro-funk. Donc c'était des musiques qui étaient des musiques hip-hop, mais c'était vachement rattaché à l'esprit, on va dire, de l'Allemagne avec un groupe qui s'appelait Kraftwerk. Donc ils ont métissé, samplé, ce que tu veux. On peut donner plein de noms. Et ils ont sorti 2 musiques qui ont cartonné, c'était Looking for the Perfect Beat et Planet Rock. Donc un des morceaux de Afrika Bambaataa. Et ça a lancé ce qu'on appelle la génération Time Zone. Donc si tu veux, une nouvelle forme de musique qui arrive dans le Bronx pour cette époque-là et qui va changer la discipline hip-hop. Puisqu'après, par rapport à ça, ce qu'on appelait du côté de Los Angeles, ce qu'on appelait du popping, à New York, on va appeler ça de l'electric boogie. Et tout d'un coup, ça va tout changer. Et lui, il arrive avec le New York City Rap Tour. Et ils écoutaient des émissions radio de l'époque. Je crois que c'était un vendredi parce que c'était l'émission, ça s'appelait Electro. C'était la thématique, c'était Electro. Et ça permettait à l'animateur, le DJ Sydney, de mettre plein de musiques qui sortaient du cadre de ce qu'il mettait en règle générale tout au long de la semaine. Et elle se dit, ça tombe bien, il est à côté de moi, à Sydney. Et si tu veux, je le ramène à l'émission. Et Sydney, il dit, mais c'est pas possible. À côté de toi, le grand Afrika Bambaataa, Dieu, oui, et je te le ramène. Et donc une demi-heure après, elle vient donc au studio de Radio France. Et Afrika Bambaataa lui explique que la musique qu'il joue, c'est pas juste une musique. Ça fait partie d'une culture qu'on appelle la culture hip-hop. Et à partir de là, il lui explique comment ça s'est greffé, comment ça est arrivé, et aussi évidemment, la chose la plus importante, les valeurs. Ce que tu veux me dire, c'est que ce moment-là, ce dont on a parlé avant, c'est-à-dire ensuite la création de l'émission de Sydney, son développement, le développement de la culture hip-hop, ça a été aussi donc un des moments qui a permis en fait que ça arrive jusqu'en France, c'est ça? Tout à fait. Ok. Très bien. Alors là, c'est vrai qu'on est dans cette partie de l'émergence de la culture en France, mais donc ça marche très rapidement, c'est-à-dire que c'est pas un mouvement éphémère et on passe à autre chose, mais ça continue à essaimer plein de choses et ça se développe en France. Donc qu'est-ce qui se passe après cette période? On est en quelle date là? Là, t'es en 82 quand New York City Rap Tour arrive, mais il faut bien comprendre une chose, c'est que en 84, pour tout le monde, c'est une culture, mais pas vraiment une culture parce que c'est plutôt une mode. Moi, je pense que quand l'émission s'est arrêtée, c'est là qu'on est devenu une culture parce que tout d'un coup, 99% des gens trouvaient ça has-been parce que l'émission était plus à la télé. Donc, si tu veux, juste une fois que l'émission était plus à la télé, la nouvelle mode, c'était la New Wave.
Donc c'était des groupes comme les Communards et compagnie, et plein d'artistes émergents qui sont arrivés de la scène new-yorkaise et surtout au niveau de UK. Mais surtout, la plupart des jeunes dans les écoles, ils faisaient du yo-yo. On achetait des yo-yo et tout le monde faisait des yo-yo, c'était la mode, tu vois, à l'époque. Donc c'était le truc à la mode. Et les gens voyaient le hip-hop comme quelque chose de c'est fini. Donc si tu veux, c'est grâce à des gens comme Dynasty et d'autres personnes qui ont commencé à continuer à faire perdurer la culture en faisant des émissions radio qui étaient dédiées au hip-hop. Et nous, qui continuons à être dans cette culture, la seule chose qui nous permettait de savoir ce qui se passait, c'était les radios. Donc Dynasty avec son émission, il expliquait là il va y avoir un truc là-bas, il faut aller là-bas. On appelait ça des Zulu parties et des blocs parties, enfin des Zulu parties et des blocs parties si tu veux. Enfin le bloc party c'est plus... C'est mieux après. Ouais, c'est bien vrai. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour nous, c'était l'endroit où il pouvait se passer des rassemblements pour les gens de la culture hip-hop. D'accord. Donc ces DJ que tu cites, notamment Dynasty, qui eux écoutent des titres et passent des titres qui sont essentiellement américains, permettent que le mouvement hip-hop français commence à se structurer et continue à vivre après cette période de mode entre guillemets de découverte du hip-hop. Parlons danse maintenant un petit peu. Qu'est-ce qui se passe alors au niveau de la danse? C'est-à-dire que dans la culture de la danse inspirée, en tout cas issue de la culture hip-hop, il y a un certain nombre de codes et de règles. Et il y a quelque chose dont j'ai entendu parler qui s'appelle les défis et qui sont, il me semble, une des bases en fait dans la danse hip-hop. Et comment ça se passe? On retrouve ça essentiellement à Paris. Il se passe des rencontres. En fait, c'est en deux temps. Le premier temps, en 84, avec l'émission Je suis pas chopé, les défis, c'est mignon. Ensuite, il y a le film Beat Street. Et le film Beat Street, comme c'est un film c'est un film hollywoodien, mais ça retrace quand même un petit peu l'univers, un petit peu de l'état d'esprit du défi, mais plus virulent. Entre deux groupes, New York City Breakers et Rocksteady Crew. Et à partir de là, une fois qu'on a vu Beat Street, on commence à comprendre que le défi, c'est plus vraiment ce qu'on pensait. Les codes de la culture hip-hop, c'est plus aussi mignon que ce qu'on croyait. Et tout d'un coup, on commence à rentrer dans un hip-hop, mais un peu plus virulent. En fait, dans le hip-hop, sans le défi, tu n'existes pas. C'est-à-dire que la seule manière, en tout cas pour cette génération, et même aujourd'hui pour moi, en tout cas moi c'est ma vision à moi, c'est que le défi, on va appeler ça un défi, d'autres appelleront ça un call-out, d'autres 1000%. Enfin, chacun appelle ça comme il a envie, mais c'est une façon pour toi, c'est ton identité. À partir du moment où déjà tu dois assumer le défi. Ça n'existe pas que tu puisses dire non. À partir du moment où quelqu'un te défie, c'est une manière de te respecter ou de te dérespecter. Mais par contre, toi, tu dois te défendre. Tu dois défendre ton nom, tu dois défendre ton identité, tu dois défendre ce que tu as, ton groupe. Parce que c'est pas seulement toi que tu défends. Si tu véhicules aussi, pour les gens, t'as un nom, t'as une reconnaissance, t'as une autorité, t'as une célébrité. Enfin, t'es quelqu'un à un moment donné d'important. Et quand quelqu'un vient te défier, il peut remettre en question tout ce que t'es. Si tu dis non ou si tu te fais fumer devant tout le monde, c'est l'image, parce que c'est quand même assez violent. Parce que des fois, t'as pas forcément envie de faire ce défi. Ouais, et puis finalement, ça te tombe sur le coin de la face, ça te tombe dessus. Et si t'as envie, c'est est-ce que tu es capable de pouvoir surmonter ce truc-là ou non? Et en fait, la seule chose qui fait qu'à un moment donné, les gens te reconnaissent, c'est parce que tu continues à pratiquer, à t'entraîner, à chercher des nouveaux mouvements, à te distinguer et à faire en sorte que on vient me défier. Tu crois que genre je suis une victime? Non, je suis pas une victime. Moi. Hop, tu te dresses devant la personne et ça continue à faire perdurer ton image. Mais si à un moment donné tu abdiques et tu décides de plus danser, ta réputation elle peut te mettre à mal. Mais c'est vrai que moi quand je dansais à l'époque, le défi c'était la chose qui te permettait d'avoir un nom et d'avoir une reconnaissance. Si tu passais pas par le défi, personne ne savait qui t'étais en fait. Okay. Donc tu étais obligé de passer par ce moment-là et c'est quelque chose qui est très difficile parce que c'est vraiment des codes qui sont liés à la rue. Et à l'époque, il y avait personne pour te dire un passage, deux passages, pour te protéger, pour être choyé. Et ce défi, c'est ce qui te permettait à toi, à un moment donné, d'avoir ce nom qui pouvait, à un moment donné, passer de Paris, on va dire, à la province, et tout d'un coup d'être reconnu. Et cette reconnaissance a passé par le défi. Donc à chaque fois que tu allais quelque part et qu'il y avait ces moments de danse, quand tu rentrais dans le cercle, même si tu défiais pas quelqu'un, tu devais te préparer à te dire qu'à un moment donné, s'il y a un mec qui rentre dans le cercle, tu devais relever le défi.
Ce qui veut dire que les gens qui étaient dans cette discipline étaient très compétitifs, s'entraînaient, essayaient d'avoir un niveau, le maintenaient parce que c'était l'ambiance de l'ensemble de l'environnement. Même pour entrer dans un groupe, des fois tu devais défier quelqu'un pour entrer dans le groupe. Okay. Donc c'était quand même, il fallait avoir une certaine mentalité. C'était pas une culture, on appelait ça le move à l'époque. C'était pas une culture, si t'étais un peu gentil, sympa, fragile, non. Okay. À un moment donné, tu pouvais avoir une vraie réalité et malheureusement que tu sois petit, d'ailleurs il l'a vécu lui aussi à l'époque, que tu sois un kid ou que tu sois un ado, à un moment donné, tu sais qu'à un moment donné, à partir du moment où tu as un danseur, bah c'est comme quand demain tu as un graffeur, tu fais un graphe à un certain niveau, bah celui qui regarde ton graphe et qui se dit putain t'es fort, bah son ambition c'est de faire un graphe au-dessus du tien, pas forcément sur ton graphe, mais au-dessus du tien, et celui qui va vouloir à un moment donné te surpasser ou te supplanter, il va faire encore, c'est comme si tu faisais un graphe sur le premier étage de la Tour Eiffel, celui qui veut supplanter c'est au deuxième, et l'autre au troisième, et c'est celui qui fera le plus haut, qui fera à un moment donné, qui gardera ce nom qui s'avérera intemporel pour lui. Donc le défi c'est la même chose, c'est-à-dire que tu arrives dans une Zulu party, bah tu dois à un moment donné faire en sorte que ta réputation elle soit à la hauteur, parce que les gens t'attendent. Okay. Et il y a des gens qui s'entraînent pour toi. Donc qu'est-ce que tu fais? T'arrives, tu viens pour danser, même si t'es le mec le plus sympa du monde. Ah mais bon, t'es le plus sympa du monde. En attendant, si un mec qui vient te chercher, bah il faut que tu montes ta crinière de l'autre. Donc tu prouves, ok. Donc j'ai prouvé. Dans ça, là, ce mouvement, ça entraîne aussi le fait que cette culture, elle se développe parce que qui est présent dans ce mouvement, ce sont des jeunes qui sont souvent issus des quartiers ou d'origine de l'immigration de l'époque, mais pas que, puisque du coup, ça infuse dans les milieux artistiques, donc ça dépasse en fait cette étiquette d'un public qui serait la diversité, qui serait urbain et diversité, ça va au-delà de ça. Toi, Bruce, qui donc évolue à la même époque, comment est-ce que tu découvres tout cet esprit de battle, de danse, et qu'est-ce qui te fait aussi switcher sur ce mouvement hip-hop? Déjà, moi, alors, c'est pas tout à fait la même époque, parce que Yuval est un tout petit peu plus vieux que moi, et quand Yuval découvre le hip-hop en France, moi, je suis au Cameroun. Donc, je suis franco-camerounais, je suis en Afrique, donc, et je découvre le Smurf à travers les VHS, donc les cassettes vidéo, que mon père me ramène d'Europe. Donc, à l'âge de 8 ans, je découvre le hip-hop, et le Smurf, on appelait ça le Smurf. En fait, c'est le popping, waving et tout ce qui est funk style. Et du coup, ce qui me plaît tout de suite, c'est que on n'a pas beaucoup parlé du social et du culturel. D'accord? Pour moi, c'est primordial, ça va de pair. En fait, tout à l'heure, tu parlais d'une discipline, et c'est pas pour reprendre ou pour me donner une exactitude, c'est que quand ça arrive à nous, c'est pas une discipline. C'est une culture qui arrive à nous, qui nous ressemble. C'est-à-dire que tu peux être gros, tu peux être mince, tu peux être noir, tu peux être blanc, tu peux être latino, tu peux être arabe, tu peux être asiatique, bref, un homme, une femme, et tu es touché par cette culture. Tu tombes amoureux systématiquement, c'est comme un virus. Donc ça c'est la première chose, moi ça vient à moi comme ça, j'arrête pas, donc j'ai 8 ans, j'ai 45 ans aujourd'hui, j'ai jamais arrêté. Donc c'est un virus qui est en nous. Et donc quand moi j'arrive en France à l'âge de 10 ans, on est dans des quartiers, et c'est vachement social et culturel. Quand on dit il faut prouver, c'est pas vraiment prouver pour prouver, bon déjà c'est une culture puérile. Ouais. Donc, on est jeune, on vit notre moment, c'est notre moment. Et c'est surtout qu'il y a un parallèle en France avec les gangs. Ouais. C'est-à-dire que ce qui a existé aux États-Unis, ça a complètement existé en France avec les gangs, les Black Panthers, les Black Fist, les Asnés, les requins vicieux, les requins juniors. Voilà. Plein de différents gangs qui se sont formés avec les quartiers. Et quand tu dansais, tu étais forcément dans le quartier avec des gang members, et t'étais avec le mec qui allait voler la voiture pour t'amener à la soirée, t'étais avec le mec qui avait tapé l'autre, t'étais avec le mec qui taguait, t'étais avec le mec qui faisait du DJing. Celui-là, il avait un petit peu plus d'argent parce qu'il avait l'argent pour s'acheter des platines. T'avais les danseurs, t'avais les graffeurs, les rappeurs. Et c'est une danse, ou c'est une culture plutôt, qui fait appel au défi quoi qu'il arrive. Alors, on l'a souvent appelé danse urbaine. Le terme danse urbaine, pour nous, n'existe pas. En tout cas, pour moi, ça n'existe pas. Il est venu bien plus tard,
avec les institutions, justement. Et du coup, quand tu es adolescent et que tu es en crise existentielle, que tu te construis et que tu as une famille annexe qui te porte dans ton art, bah ça t'amène plus loin et forcément, c'est pas forcément question de prouver, c'est question que tu as un blason et que tu veux le défendre, quoi. Donc c'est vraiment super important. Donc ce que je comprends, c'est que comme c'est arrivé des États-Unis et effectivement aux États-Unis le développement du hip-hop se faisait effectivement dans les quartiers difficiles et que ça permettait à des jeunes de pouvoir s'exprimer, d'avoir effectivement un clan, une identité et d'être visible. Du coup, la France, en recevant ce mouvement, l'accueille et embraye de la même manière et que en parallèle, c'est effectivement un public assez similaire, même si en France à l'époque on n'a pas des problèmes de violence aussi importants qu'aux États-Unis, ou en tout cas voilà à l'échelle des États-Unis, mais quand même en fait cette j'ai envie de dire cette violence qu'on peut trouver de fait dans les quartiers permet de s'exprimer de cette manière, et donc il y aura effectivement les parties plus difficiles avec cette violence, et puis les gens qui émergent de ça et qui en font quelque chose d'artistique qui finalement devient en lui-même un mouvement, et tout ça vit ensemble. Voilà, oui, exactement, c'est ce que j'allais dire. Le hip-hop en France, à la différence des États-Unis, c'est que on a eu la chance d'avoir une émission qui a développé et qui a ouvert au grand public. Mais si on regarde le social et le culturel, nos parents sont venus d'Afrique, ou les parents des gens des quartiers. Et dans ces quartiers-là, il y avait de la violence. Le hip-hop ne rapporte pas de violence. Le hip-hop fédère et canalise cette violence. On est d'accord? Parce que pour les gens pour qui comprennent. En tout cas, c'était des fois très violent aussi parce c'était dans notre ADN, quoi. Donc Bruce, cette culture, elle est en parallèle de celle des États-Unis et elle correspond aussi à un public qui est sensiblement similaire. C'est-à-dire que quand le hip-hop arrive, il y a une jeunesse issue de l'immigration qui se retrouve dans des quartiers et qui n'a pas énormément de moyens d'expression, qui peut aussi être poussée par sa condition à un environnement ou aller dans un environnement violent, donc une partie de cette jeunesse croise la route du hip-hop et se l'approprie. Donc effectivement, dans un premier temps, c'est essentiellement ces personnes des quartiers, même si elles et le hip-hop évoluent déjà, comme on l'a vu, à travers le grand public et une émission, ou à travers des artistes connus qui commencent à s'y intéresser, mais elle est d'abord prise par ces gens. Bah, en fait, à partir du moment où le hip-hop arrive, sur les écrans, tout le monde veut se l'approprier. Mais celle qui est la plus identifiée et la plus identifiable, et les gens qui se l'approprient davantage, ce sont les gens des quartiers. Parce que ils se disent que en voyant leur père américain ou des dessins, ils disent c'est des street stars en fait, c'est des stars de rue. Et donc on veut ressembler à ça. Et il y a énormément de gens de tout milieu qui font du hip-hop. Seulement, c'est vrai qu'il y a une majorité des gens des quartiers qui pratiquent ces danses-là, tout comme dans les beaux quartiers, etc., etc. Les personnes qui émergent et qui sont les plus fortes, les plus puissantes en danse ou même dans l'art pictural ou en rap sont les personnes des quartiers. Okay. Et ça explique aussi pourquoi il y a cette culture du défi et de se dépasser, parce que quelque part une partie des personnes issues de ce mouvement, par leur proximité, par le fait qu'ils soient dans les quartiers et leurs conditions, pourraient verser vers la violence, mais en embrassant cette culture peuvent mettre en fait cet état d'esprit et ces conditions au service d'un art, et se dépasser et se challenger et embrasser ça avec toute la violence qu'ils peuvent avoir à l'intérieur, mais qui du coup s'exprime de manière artistique avec pléthore de créations et de choses qui se passent. Je suis d'accord avec toi, mais tout comme un violoniste issu des quartiers, tout comme un avocat, tout comme un comptable, enfin je veux dire,
le hip-hop n'est pas, encore une fois, propre à la violence, mais c'était violent. C'est-à-dire qu'on était dans une ère qui était violente, et socialement et culturellement, c'était compliqué. Et ça l'est toujours d'ailleurs. Même si ça a beaucoup changé, si ça s'est beaucoup institutionnalisé. Néanmoins, c'est vrai que tout comme plein d'autres disciplines, ou plein d'autres arts, ou plein d'autres cultures, bah voilà, comment dire, c'est un exutoire. C'est-à-dire que le hip-hop devient l'exutoire des quartiers. Ok. Donc là, on est dans les années 90 maintenant. Donc le hip-hop a évolué dans tout son ensemble, c'est-à-dire que la danse s'est développée, le rap qu'on appelle à ce moment-là le rap en français émerge aussi avec ses stars et l'image en fait qu'il véhicule. On a aussi la culture du graffiti qui se développe avec des artistes qui commencent aussi à avoir un nom. Qu'est-ce qui se passe pour la danse parce que il commence à avoir des cours de danse, il commence à avoir des événements de danse et là je vais te poser la question à toi, Yuval, puisque tu présentais des événements. Et puis après, je vais te poser la question également, Bruce. Qu'est-ce qui se passe sur les événements, notamment de danse, à partir des années 90 sur la danse hip-hop? 90, il y a une culture qui est dans la culture, qui s'appelle la hype pour nous, c'est le terme qu'on le donnait, où il y avait des nouveaux endroits, une nouvelle esthétique, une nouvelle façon de danser, des tenues vestimentaires, tout d'un coup les baskets deviennent importants, la coupe, enfin tout change. Et tout d'un coup ça redistribue les cartes pour la première génération qui elle faisait ce qu'on appelait le Smurf. Tout d'un coup il y a cette nouvelle génération qui fait de la hype. Et ensuite à partir de 1995, on revient aux fondamentaux, c'est-à-dire pop, lock et break. Et donc tout le monde revient tout doucement, mais accessoirement en même temps, il y a des gens qui commencent à monter sur les grandes scènes. Ils le faisaient avant, mais là ça devient plus professionnel, ça devient plus... tout d'un coup c'est une nouvelle opportunité. Ça va commencer tout doucement en 90, mais avant avec Black Blamber et Traction avant de Lyon. Et ensuite, à partir des années 90, c'est plus sa génération à lui, avec Yves, les Minos, Boogie Sai, plein d'autres groupes qui vont se promouvoir sur certaines scènes. Et vraiment 95 ça va exploser avec La Villette. Et c'est là où on rentre sur des termes qui sont un peu plus institutionnels, La Villette et Suresnes par la suite. Et en même temps, il y a ce en même temps qui existe et qui est Châtelet Halles qui devient ce lieu où les réputations se font et se défont. Parce que la plupart des groupes qui se produisent sur scène peuvent aussi à un moment donné s'affronter directement dans ce lieu à ciel ouvert. Enfin, à ciel ouvert c'est un grand mot, mais qui devient Châtelet Halles où les gens s'affrontent. Et parallèlement, il y a aussi une culture du battle qui va commencer à naître à partir de 95, où tout d'un coup il va y avoir de plus en plus de petits battles qui vont naître, qui vont se faire avec les moyens du bord. Organisés, des battles organisés, notamment avec les premiers battles qui arrivent et qui sont les plus connus, c'est Total Session, qui devient très important, qui se passe à Grenoble, le XXL de Bobigny, le MCM à l'époque aussi, le Globo, enfin c'est des petits, et puis Salisla aussi, Battle de Saint-Denis aussi avec Nabil Quintessence, et Salisla aussi qui va organiser quelques manifestations, et à un moment donné, on rentre dans l'ère 2000, et là on rentre vraiment dans une ère de battle, mais pour moi les battles ils explosent vraiment, je dirais 2004. Parce que 2004 c'est le moment où j'ai le plus de dates, donc je suppose que c'est le moment où il y a le plus de battles. Alors, comment ça se passe, Bruce, est-ce que tu peux nous expliquer comment sont à cette époque-là les événements? C'est-à-dire que les événements de danse et alors événements de danse ou bien battle, c'est organisé par qui c'est encore les gens pour l'instant de la culture hip-hop qui organisent ces événements-là. C'est pas encore institutionnalisé comme le disait Yuval. Ça ressemble à quoi? C'est quoi? Alors tu parles des 90s, des années 90. Dans les années 90. Alors déjà moi j'aimerais revenir sur quelque chose, c'est que quand je parlais de tout le microcosme des années 80 à 90, c'est que tout le monde faisait tout. C'est-à-dire que moi je dansais, mais j'essayais de rapper, j'essayais de faire du DJing, j'essayais de taguer, enfin je taguais. Voilà. On essayait de tout faire et tout le monde faisait tout. Et on était une espèce de grande famille. Voilà. D'accord. Dans les années 90, les maisons de disques comprennent que le hip-hop et le rap est une force. Donc ce qui se passe, c'est que les maisons de disques s'accaparent des artistes, elles produisent des artistes, et il y a une division qui se fait entre le rap, le graphe, la danse, etc. Et ce qui se passe, c'est que les rappeurs deviennent plus aisés
connus, populaires, et ils délaissent un peu la danse hip-hop. Ok. Un peu comme ce qui s'est passé aux États-Unis, où ils ont commencé à mettre des filles, ils ont commencé à mettre des belles voitures, etc. etc. Alors que à l'époque. Donc on est en plein dans l'époque Jay-Z, si je résume Alors, aux États-Unis. je sais pas si je peux faire un Avant. parallèle, ouais, c'est avant. Parce que c'est les années 90. Jay-Z, années 90, c'était Leader Ouais, of the c'était New la School. fin, ouais. Donc c'est. On est, voilà. On est sur Daz FX, Ok. on est sur. Voilà, tous ces groupes très underground, Elta Skelta, Ok. Smith & Wesson, etc. etc. Ok. Et donc du coup, ça c'est important de le dire parce qu'il y a une séparation. Les danseurs sont délaissés, sans faire les caliméros, hein, on est délaissés Effectivement. et on se sépare. compartimente. Voilà, on compartimente. Donc, et du coup, le danseur a dû trouver ses moyens d'exister et ses moyens économiques pour que l'art de la danse subsiste. Et ça s'est passé comme ça pendant 10-15 ans. Donc, ce qui s'est passé en parallèle, donc, il y a eu des événements qui ont commencé à voir le jour. Ok. Il y a eu des défis organisés en plein air, en pleine rue, les 1000% à la défense, etc. Mais ça, c'est venu après. Ouais. Mais il y a eu Les gens qui avaient les cours de danse aussi. les cours de danse qui ont commencé à se développer. Il y a eu les danseurs qui sont rentrés dans les comédies musicales, qui n'avaient rien à voir avec le hip-hop, mais des trucs comme les 10 commandements, Notre-Dame, etc. etc. Ok. Donc le danseur s'est professionnalisé. L'institution a vu que le danseur hip-hop plaisait parce que il y avait beaucoup de théâtres qui étaient vides de par le contemporain au classique, ça commence à se vider. Et le hip-hop ramenait un nouveau souffle à tous ces gens-là et un nouveau public. D'accord. Et donc du coup, l'institution a récupéré la danse en partie, et puis ça a été positif comme négatif. J'expliquerai pourquoi après. Et a développé cet aspect danse hip-hop. Voilà pour un peu la trame des années 90 à 2000. En parallèle, des battles et des self-producers se sont révélés. Donc des gens qui étaient danseurs à base, qui ont commencé à créer leurs événements, créer leurs battles, faire du business avec la danse. Et voilà le résumé pour les années 90 à 2000 en gros. D'accord, donc tous les deux, vous avez donc d'abord dansé. Et puis après, chacun dans sa partie a développé le business de la danse en étant acteur du mouvement de sa manière. Yuval, toi, tu Moi, t'es c'est plus les événements underground, moi. concentré sur la présentation des événements. Moi, c'est venu à partir de 2003 où je présente des événements, mais je me suis surtout distingué parce que j'ai organisé beaucoup de manifestations à l'époque de Châtelet. J'étais un peu celui qui crée les problèmes. Il faut pas oublier aussi qu'à partir de 2000, tu as aussi l'émergence d'Internet qui va arriver, c'est-à-dire hiphop.fr, style de ouf, et 2000, à partir de 2000, tout d'un coup, avec Internet, tout d'un coup, les gens peuvent se parler avec des fois des faux comptes, tout ce que oui, mais moi, mon travail, c'était vraiment d'orchestrer les battles sauvages. D'accord. Et toi, Bruce, tu développes des événements à ce moment-là et tu crées des événements. Alors moi, je crée des événements à partir des années 2000. D'accord. Mais est-ce qu'on y est ou pas? Ouais. Donc à partir des années 2000, je crée des événements. Pourquoi? Parce que justement, je parlais des institutions tout à l'heure, et moi, je me suis toujours dit que l'art avait besoin du business. Donc, moi, je suis un businessman, je suis un danseur, mais je suis un businessman aussi. Et l'art, sans business indépendant, c'est compliqué. Et donc, être underground, c'est cool. Être dans l'institution, c'est cool. Mais moi, j'ai choisi un autre chemin. J'ai choisi de faire du business avec la danse underground. C'est-à-dire popping, locking, hip-hop, house. Voilà, réunir du beau monde dans un endroit avec nos DJ, avec nos codes, avec la culture afro-américaine, afro-latino-américaine, et la ramener en France, mais la faire découvrir au plus grand nombre. Pourquoi je dis ça? C'est que je suis pas contre les institutions, mais je me suis toujours battu contre un formatage institutionnel, c'est-à-dire danse urbaine, qui n'existe pas. Moi, j'ai jamais dit je suis danseur urbain. J'ai toujours dit je suis un street dancer ou un danseur hip-hop. C'est-à-dire le contempo hip-hop qu'on voit dans les théâtres et qui blanchise un peu les codes de la danse hip-hop. Je le dis blanchise, encore une fois, je suis un light skin, ma mère est blanche, il n'y a pas de problème, mais c'est très important de voir comment le colonialisme culturel est arrivé dans le hip-hop. Il y a eu un colonialisme culturel qui s'est fait, et je le dis, c'est qu'à un moment, on prenait des gens plus dociles, plus malléables au niveau de la danse, peut-être plus prêts à faire des concessions par rapport à leur amour, par rapport à leur art,
que certaines autres personnes. Et donc, ça a créé des scissions, ça a créé encore une division dans le monde de la danse. Ok, donc ce que tu nous dis, Bruce, c'est que effectivement cette culture elle commence à marcher et que du coup des gens qui ne sont pas issus de ce milieu hip-hop, qui n'ont pas développé cette culture, commencent à se l'approprier et à la marier avec d'autres choses sous l'étiquette hip-hop, et que donc toi dans ton choix et ton développement ainsi qu'un grand nombre de personnes, tu choisis de la défendre de manière autonome avec les bases qu'elle avait à l'origine et son identité qu'on peut considérer comme son identité de fond. Il faut dire aussi que à ce moment-là, le hip-hop n'est pas une question, même si au départ elle est partie des quartiers, mais n'est pas une question de couleur ou d'identité, même si ça partait de là. La preuve, tous les deux vous êtes pas du tout des mêmes origines. Et vous vous êtes retrouvés dans cet univers hip-hop et vous défendez tous les deux cette culture. Mais par contre, il y a des codes, il y a une identité artistique, il y a un savoir-faire acquis au fur et à mesure des années, et il y a une culture qui a été portée par des personnes qui sont respectées. Et tous les deux, vous tenez donc à ce moment-là à faire respecter ces codes, alors que le business aurait tendance à ce moment-là à vouloir la marier avec tout à fait autre chose qui peut-être ne serait pas du tout l'identité du hip-hop. Alors, si je peux me permettre de te répondre sur un truc, c'est pas le business, parce qu'il y a plusieurs types de business. Un type de business institutionnel a voulu effacer une partie de l'histoire. Ok. Voilà. Mais je suis d'accord avec toi. Moi, black, white, latinos, voilà. Mais un hamburger, c'est un hamburger, ça vient des States. La culture hip-hop vient des States. Nous, on a repris une culture. C'est comme quand tu parles enfin, quand on parle de culture africaine, moi, je peux être blanc, danser de la danse africaine, ça restera une danse africaine qui vient d'Afrique. Et moi, là où ça a commencé à me poser problème, et pourquoi ça a fait une action-réaction, c'est qu'on a commencé à dire, on a commencé à vouloir effacer certaines choses. Et là, j'ai dit non. Faut rendre à César ce qui lui appartient. Le hip-hop, ça vient des États-Unis, c'est une afro-latino culture. Et en France, c'est une culture multi-ethnique, parce que forcément, on est dans le multi-ethnique en France, mais faut pas oublier la base. Tout comme, artistiquement, la danse hip-hop est vachement influencée par la danse africaine ou les danses afro-caribéennes. Donc, moi, ça me dérange pas, tu vois, qu'il y ait des institutions qui fassent du business avec du hip-hop. C'est juste appeler un chat et ne pas changer les termes pour plaire à une certaine catégorie de personnes. Par exemple, la danse urbaine. Voilà. Pour moi, j'insiste sur ce terme parce que c'était pour rassurer les gens. Parce que hip-hop, ça faisait racaille, ça faisait voleur de voiture, etc. Et donc, action-réaction, offre et demande. On voit que le hip-hop, dans les années 2000, devient un hip-hop contemporain qui ne nous ressemble plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On dit, on va créer nos événements. Et donc, on devient, par la force des choses, producteur. Le hip-hop, c'est avec un bout de ficelle, tu arrives à créer des choses. Et c'est vraiment une question d'action-réaction. L'instinct, c'est un des maîtres mots dans le hip-hop. Et du coup, c'est ce qu'on a continué à appliquer, même avec nos âges, en fait. C'est-à-dire que quand tu es petit, tu appliques de l'instinct. Enfin, tu es instinctif, tu n'appliques pas, tu es instinctif. Et dans le business et dans ce que tu fais, on est resté instinctif, en fait. Donc, vous devenez deux entrepreneurs, chacun dans votre domaine. Oui et non. En fait, le vrai entrepreneur, c'est lui. Alors, moi, je suis plutôt un artisan, on va dire. Parce que je suis quelqu'un qui organise beaucoup de manifestations, mais lui, il va changer un peu la donne. Il va un peu nous éduquer à tous. Excuse-moi, mais toi, t'es super important aussi. Je veux dire, il n'y a pas quelqu'un de plus important que d'autres dans l'hip-hop, et c'est ça que j'aime. Et je veux dire une chose, 2 minutes, c'est que les petits événements gratuits dans les quartiers sont aussi importants que les gros événements dans Bercy. Parce que je pense que ça vient de là aussi. Et autre chose que j'aime bien dans l'hip-hop, et qui ne se passe pas forcément dans les institutions et dans le monde politique, c'est que quand tu as un trône, tu l'as parce que tu le mérites. Tu l'as pas parce que c'est ton copain qui t'a placé là. Par exemple, moi, je juge des battles encore parce que je danse encore. Oui. Parce que si quelqu'un me call out, je peux aller me confronter à lui. Okay. Et si quelque part je ne suis plus prêt, dans ma tête, il faudra que j'arrête de juger. Ok.
Moi, ce que je voulais dire, Oui, ce que je voulais dire, c'est quand je parlais d'artisan, c'est parce que moi, j'arrivais à faire beaucoup de choses avec des moyens, des bouts de ficelle, comme dit si bien. Et Bruce, quand je lui dis, il nous a donné la leçon, il y a eu Bruce pour moi qui a été important, Salisla aussi, qui a fait aussi pas mal d'événements avec Séverine Bidot, mais l'événement phare, l'événement qui nous a rendu fiers, l'événement qui donne un projecteur nouveau sur la France, c'est le JD. Il y a le JD pour la danse debout, c'est juste debout. Pour le break, c'est Battle Pro. Et pour d'autres, c'est B-Boy France. Enfin, ça va dépendre, mais c'est vrai que c'est des événements qui tout d'un coup donnent un rayonnement pour la France et nous rendent fiers. C'est-à-dire que toi, quand tu vas à Singapour et que tu vas marquer juste debout, bah, c'est une forme d'identité, c'est ton identité propre en tant que française que tu vois là-bas et tu te dis ah ouais, comme la France, on arrive à s'exporter. Et quand lui il fait le juste debout, eh ben on le voit pas au début, ça prend du temps. C'est tout doucement, c'est un cheminement qui se fait et au bout d'un moment, tout le monde veut participer au juste debout. Moi en tant que speaker par exemple, ou en tant que danseur, et enfin 99% des gens, c'est surtout en tant que danseur. Parce que tout d'un coup, quand tu montes sur la scène du juste debout, ça te donne une reconnaissance et ça te permet tout d'un coup, c'est même pas t'existes. Là, c'est tout d'un coup, t'es une espèce de diva. Alors, cet événement, le Juste Debout, dont tu parles, moi je te découvre par exemple Yuval en train d'animer en fait des événements. On va juste revenir sur ça. Et donc, en fait, donc, ton métier, quelque part, en tout cas ton activité dans le hip-hop, devient de présenter ces événements. Ouais. Et il faut dire que là, on est dans un moment, et quand on cite le Juste Debout, où les événements sont donc de très grande envergure, dans des salles qui sont comme des zéniths, et même au-delà, puisque... Il y a même qu'on fait dans des opéras. Voilà, tout change. donc qui sont à très grand public et que ces événements donc ramènent énormément de danseurs qui sont donc en compétition, et un public qui vient voir cette compétition toujours dans cet esprit hip-hop puisque vous avez voulu garder l'identité, donc cet esprit de battle, de compétition et de se surpasser et de se challenger, et qu'en même temps ça en fait un spectacle puisque du coup on voit des prestations de danse qui ne sont pas seulement des battles mais aussi des prestations et des prouesses techniques de danse ou tout simplement spectacle de danse qui pour un public qui n'est pas forcément tout le temps spécialiste, ça permet d'apprécier un spectacle aussi de danse avec tous les codes, la musique, la culture, etc. C'est ça. Moi j'appelle ça un divertissement social. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au début, quand on faisait les événements, et Bruce il le sait, c'est qu'il y avait beaucoup de gens, mais c'était des gens issus de notre communauté. Des gens le quartier, tout ce que tu as envie. Et moi je trouve que souvent les gens ils pensent que le quartier c'est une fatalité, mais moi je pense que non. Je pense qu'à un moment donné, là c'est une force. Et je pense qu'à un moment donné, des gens comme lui et d'autres, moi et d'autres, à un moment donné, on s'est dit, attends, à un moment donné, on n'est pas que les danseurs. Comme il te l'a dit au début, c'est vrai qu'au début, on taguait, on graffait, on pouvait DJ, on pouvait trapper, on pouvait faire plein de choses. Et à un moment donné, il y a des nouveaux métiers du hip-hop qui sont créés, notamment avec des écoles qui sont créées, des écoles de formation, plein de danses, nouvelles danses. Un danseur, au début, il pratiquait une danse, deux maxi. Avec les écoles de formation, tout d'un coup, les mecs, c'est des vrais danseurs. Ils en font plein. Et donc, tout d'un coup, on a commencé à créer des contextes de plus en plus présents, des événements de plus en plus fast. L'État, d'une certaine manière, qui a aussi un petit peu qui a intervenu parce que en France, on arrive à dénombrer à peu près 700 événements subventionnés et la même chose de façon faite avec des bouts de ficelle, comme on peut le dire. Donc ça fait que tout d'un coup, la France, ça devient la plaque tournante du monde entier, parce que si tu veux, la France, c'est le pays qui a le plus d'événements importants au monde. Dans plein de pays, tu as plein d'événements, mais tu as des pays où tu vas avoir, si tu veux, 2-3 événements qui sont phares dans le pays. C'est tout ce que tu connais du pays. Ou peut-être qu'ils ont 2 groupes importants. Alors qu'en France, on a plein de danseurs et il y a plein de métiers, plein de nouveaux métiers qui sont apparus. Prof d'histoire, caméraman, photographe, des gens qui travaillent dans les cultures urbaines, on peut l'appeler cultures urbaines, dans les mairies, parce que là c'est propre aux mairies, aux institutions, organisateurs d'événements. Cultures urbaines. Ouais, on s'est compris. Mais ça, c'est parce que c'est un rapport avec les mairies, c'est pour ça que je dis ça. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de nouveaux métiers qui vont se créer. Et tous ces nouveaux métiers, ça va ici aussi le hip-hop à un certain niveau. Et puis surtout, moi, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, le hip-hop, les gens, quand ils vont voir un événement hip-hop, ils viennent voir un spectacle. Alors qu'avant, pour les élus, on était des Zoulous. On était des Zoulous, on était à la cité, on était le quartier. Et puis finalement, ce quartier, ça a temporisé. Parce que quand tu viens voir un événement hip-hop, ça se passe à 99,99%
très très bien. Parfait, pas de problème, tout est beau, c'est... Comme au quartier. Voilà. Alors justement, Yuval, tu nous racontes ça. Bruce, ces événements, le Juste Debout. Donc le Juste Debout, pour expliquer un peu ce que c'est. Donc c'est le nom que tu as donné à l'événement parce que c'est de la danse debout. Et donc cette franchise entre guillemets que tu développes, c'est un événement qui grossit au fur et à mesure des années, qui fait émerger aussi des figures de la danse et des stars qui commencent même à s'exporter à ce moment-là. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ça, ce moment? Alors Juste Debout, pourquoi je décide de créer Juste Debout, c'est encore une fois social. C'est que je donne des cours à la MJC Victor Jara dans le 77, donc dans un quartier. Ok. Et j'emmène mes élèves les plus motivés, pas les meilleurs, mais les plus motivés à New York. Je les emmène, projet social et culturel, à New York en 2001. Et en 2002, je me dis, mais il faudrait ramener ces profs-là en France, de New York donc, Shannon, Jay-Z J, Brian Green, Popin Taco, en France. Ok. Pour faire bénéficier au plus grand nombre de leur talent. Et en même temps, créer un événement qui s'appellerait le Juste Debout. Pourquoi Juste Debout? Parce qu'il y avait beaucoup d'événements de break, donc la danse au sol, et que nous, on n'était pas très représentés. C'est vrai, Et donc après, on a inversé la tendance. 2002, 400 personnes, 2003, 1200, 2004, 2500, 5000, 6000, 7000, 10 000, enfin 16 000 à l'accord Hotel Arena. Donc ça a été un phénomène. Et en même temps que le phénomène français grandissait, c'est un phénomène mondial puisque on part en tournée 3 mois dans le monde entier, donc Afrique, Amérique, Asie et Europe. Ok. Et on fait des mini Juste Debout et les finalistes arrivent à Paris pour concourir quoi. Et le message en fait, il est super familial. Ok. Voilà, nous ce qu'on voulait c'était, moi ce que je veux, c'est que le danseur il passe dans la rue, il marche dans la rue, qu'il soit reconnu par les familles, qu'il passe en télé, qu'il ait des sponsors, que des familles viennent à l'accord Hotel Arena, qui disent mais le hip-hop c'est génial, sans changer les codes. C'est-à-dire même musique, même DJ, même juge, même host, etc. Donc ça c'est primordial. Ok, donc ça émerge jusqu'à l'hôtel Accor Arena. Tu nous as parlé de la difficulté en fait de faire perdurer l'identité sans que voilà elle soit diluée à un moment. Comment est-ce que tu arrives à imposer ça? Parce que bon, on se dit que plus l'événement grossit, plus les sponsors arrivent, plus tu travailles du coup avec des institutions, plus tu travailles avec des gens peut-être d'autres milieux qui auraient peut-être tendance à te faire perdre ces codes-là. Comment se fait cette recette et cet amalgame pour rester sur ces codes-là et surtout que ça fonctionne, que le public aussi réponde? Comment ça se passe ça? Alors comment ça se passe? C'est simple quand je pense... Enfin c'est simple, non c'est pas simple. C'est être sincère, être vrai, c'est ce qu'il y a de plus dur. Même là devant la caméra ou même avec les gens ou même dans ce qu'on fait dans l'art. J'espère l'être et c'est ça qui, je pense, a fait perdurer l'événement. On m'a proposé des sommes, on m'a même donné des sommes. Et ces gens-là, quand ils me donnaient des sommes, des fois ils me disaient « Ouais, tu peux mettre cette musique-là ?» Je fais « Non. Non, okay. tu touches pas ça. » L'Opéra de Paris, Pionnier, voilà, des marques, des chaînes de télé qui voulaient remplacer Nasty pour mettre une animatrice. Voilà. J'ai dit non. Et comment je fais? Je m'embrouille avec tout le monde. Okay. Maintenant, ça me plaît pas de dire ça. C'est pas cool de dire ça. Mais c'est le prix à payer si on veut rester authentique en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent et qui, avec l'argent, pensent pouvoir tout changer. Non. Et qui en plus peut-être le font parce que tout simplement ils n'ont pas l'origine, l'identité, l'histoire, comme tu nous racontais, Yuval, de cette culture, et donc ils pensent amener quelque chose, mais en fait ils sont en train de dévoyer ou en tout cas de sortir la culture de cette identité qui a été très marquée, très forte et qui a vraiment des références sur lesquelles on peut s'appuyer. Et donc du coup, très bonne transition, ça m'amène à la deuxième chose, la crédibilité. Street credibility. Dans le hip-hop, t'as ton trône parce que tu le mérites, pas parce qu'on te l'a donné, pas parce que t'as payé. Et c'est ça qui est beau et c'est ça qu'il faut préserver en fait. T'as une crédibilité, ces gens-là ils peuvent avoir tout l'argent du monde et n'arriveront pas à faire ce qu'on fait. Je comprends tout à fait. Du coup, ça marche très bien.
j'ai assisté moi-même à un des événements, et ben je pense d'ailleurs un des derniers à l'Accor Hotel Arena. Donc c'est énormément de monde, c'est un public assez jeune, mais en même temps pas que, puisqu'aujourd'hui ces générations de hip-hop dont on a parlé du début, voilà, ont évolué aussi, donc sont parents, donc des parents viennent avec les enfants. C'est aussi un événement qui reste très pointu, et il y a aussi cette émulation parce que des stars, ou en tout cas des performeurs, émergent de ça. Et là, on revient un peu avec ce parallèle avec les États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a des connexions qui se font. Tu nous as parlé du tout début où en fait tu emmènes tes élèves à New York, mais là en fait, après tout ce développement, ce sont des Français qui partent aux États-Unis, donc c'est en fait l'inverse, pour travailler avec des artistes américains qui ont pu émerger grâce à la création de ces événements et de ce que tous les deux vous avez notamment apporté à cette culture. Vous pouvez nous en parler? Moi je commence. Bah, en fait, moi j'organise beaucoup d'événements, mais ça n'a rien à voir avec. C'est pas à son niveau. Moi, ce que je fais, c'est beaucoup de choses qui sont, comme on pourrait appeler ça, des petits ou des moyens événements, mais c'est plus l'un de l'autre. Plus la culture. Moi, je mets beaucoup en avant ceux que le petit peuple, la France d'en bas, tu peux l'appeler comme tu as envie, mais ceux qui n'ont pas forcément beaucoup de la chance de pouvoir avoir de la visibilité. Parce qu'en vérité, ils participent à mes événements pour. C'est comme si tu veux, ils se rôdaient. Okay. Et après, dès qu'ils sont forts, ils vont chez lui. Okay. Tu vois, c'est un peu l'image. Voilà, c'est un peu l'image. En fait, on est un peu le yin et le yang. C'est pour ça qu'ils sont importants. Voilà, c'est pour ça qu'en vérité, c'est parfait. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que, au bout d'un moment, quand tu regardes un peu toute cette construction, tu te rends compte que finalement, à un moment donné, nous, on regardait les États-Unis. Et depuis très très longtemps, c'est les États-Unis qui nous regardent. Pour plein de raisons que je pourrais te nommer, déjà parce que les danseurs, ils ont beaucoup évolué, parce qu'aujourd'hui, à l'époque, les Américains, quand ils venaient, c'est eux qui instruisaient. Aujourd'hui, c'est aussi des Européens et des Français, notamment grâce au JD aussi, on a ce qu'on appelle des stars de la danse. Oui. Bon, pour moi, c'est pas des stars de la danse, que nous, les danseurs, on n'est pas groupies, on n'est pas des fans. Non, on est surtout entre danseurs, pour nous, on est au même niveau, tu vois. Mais ça devient des stars de la danse parce qu'ils partent sur des événements comme le JD. Donc, il y a tout d'un coup, ils ont une autorité qui devient grandissante. Et puis, c'est eux maintenant c'est maintenant ces Français qui, même si on n'est que la suite de l'histoire, parce qu'il a raison, on n'est pas le début, on est la suite de l'histoire par rapport à la culture hip-hop, on est la suite. Mais maintenant, c'est beaucoup de Français qui vont instruire au même titre que certains Américains dans les années 80. Donc tout a changé. En fait, il n'y a pas que la France pour qui ça a changé, même aussi l'Asie. C'est pareil pour l'Asie aussi. Et ce que je veux dire, c'est que on s'est construit. Au début, on était peut-être des élèves. Maintenant, on est passé maître, nous aussi, dans notre art. Voilà. Alors les stars, ce que vous ne nommez pas vous les stars, mais qui pour le grand public sont des stars, j'en ai quelques-uns en tête, je pense tout de suite aux Twins notamment. Est-ce que tu peux nous en parler, Bruce? Comment te parler des stars, donc pour nous c'est comme des petits frères, donc c'est vrai que ça sera difficile de les appeler des stars, mais je conçois que les Twins c'est des stars parce qu'ils marchent dans la rue, les gens les arrêtent, donc c'est des stars. Moi j'appelle ça des street stars, et il n'y en a pas beaucoup comme les Twins. Il n'y en a pas beaucoup, on peut les compter sur les doigts de la main. Sofia Boutella, qui est devenue actrice, qui était danseuse, les Twins, après. Après, il n'y a pas beaucoup de gens. Pas beaucoup. Et on est très fiers de les avoir, c'est-à-dire les Brahim, Twins. Pokémon. Brahim Bouchek, Brahim Zaibat. Oui, voilà. Mais sur le plan international, j'entends. Du coup, même si Ibrahim est une star. Alors on va parler des Twins. Alors les Twins pour moi c'est le schéma inespéré des jeunes sarcellois qui arrivent qui dansent dans la rue, qui dansent au gibus dans les clubs, qui dansent au juste debout, et après qui voyagent et qui explosent parce qu'on a vu les images de au juste debout ou de danser dans la rue, etc. Donc c'est un phénomène incroyable et on en est fiers de voir que nos pères, donc nos petits frères, montent et arrivent à mettre le hip-hop et à donner au hip-hop ses lettres de noblesse. Mais il y a aussi d'autres danseurs français, peut-être beaucoup moins connus, qui ont beaucoup dansé avec Madonna. En fait, il y a beaucoup de danseurs. Madonna, sur une tournée, je pense qu'elle avait 7 Français sur 12 ou 13 danseurs. Donc, entre Yaman Okur, Marvin Goffin, Marion Motin, enfin voilà. Norman, voilà, Steve. Voilà. Donc, la French Touch, elle est installée. Par contre, je suis plus nuancé
que mon confrère Yuval, c'est que aux États-Unis, il y a des stars, des superstars, des street stars, mais qui sont méconnus parce qu'il n'y a pas de développement en termes hip-hop. Il n'y a pas grand-chose. Tu vas à Memphis, tu vas à Atlanta, tu vas à New York, tu vas à Los Angeles, il y a des tueurs en danse qu'on ne connaît pas. Parce qu'il n'y a pas d'événements qui les mettent en avant. Ok. Voilà, il y a des shows télévisés maintenant. Et puis le Cette gouvernement n'est spécificité française d'avoir pu développer cette identité qui a amené les Twins là où ils sont. Donc pour des gens qui connaîtraient pas les Twins, aujourd'hui le niveau des Twins c'est donc des danseurs qui dansent avec des stars internationales dans les musiques urbaines. Tu peux nous expliquer en deux mots? Pour les gens qui connaîtraient pas les Twins, donc c'est des danseurs, c'est des artistes déjà incroyables que je vous invite à aller voir sur internet, qui sont partis de rien, donc Sarcelles, dans les clubs parisiens, juste debout, vidéo, tout ça. qui dansent maintenant pour Beyoncé, qui dansent maintenant pour des marques connues comme Jordan, qui dansent maintenant dans des films, qui ont fait des films, qui ont été acteurs. Et donc du coup, c'est des danseurs dont les carrières font pâlir beaucoup de danseurs dans le monde. Donc effectivement, cette identité du hip-hop qui s'est développée aujourd'hui, ça devient même en France des choses qui peuvent créer des stars internationales. Bien sûr, de toute manière, si vous regardez le schéma, et moi je suis très nombriliste par rapport au hip-hop, pas par rapport à moi, c'est que vous regardez le schéma mondial, le hip-hop rule the world. Tu regardes dans la tenue vestimentaire, dans la mode. Quand on prend un A$AP Rocky, quand on prend un Travis Scott pour des grandes marques de luxe, quand on prend des danseurs pour Louis Vuitton, quand on prend les Twins pour faire des films, quand on prend Sofia Boutella qui devient actrice maintenant, qui tourne avec Tom Cruise. Le hip-hop est une source d'influence intarissable pour le monde du business et le monde de l'industrie et le monde des marques. Donc oui, il y a des danseurs qui partent de rien et qui arrivent au sommet. Et moi, je voulais rajouter que, pour moi, les gens les plus hip-hop, c'est ceux qui construisent la scène hip-hop. C'est-à-dire, il y a les danseurs, ils sont importants, mais pour moi, celui qui représente le hip-hop, c'est celui qui va relever les manches et qui va aider sa communauté. Alors justement, tu me permets d'enchaîner sur le sujet de la transmission et du développement, puisque il y a eu cette émergence des événements. De là, en sont sortis quelques artistes qui sont très connus. Il y a eu quand même beaucoup de pratiques, de pratiquants du hip-hop, de gens qui ont souhaité se greffer à cette culture. Ça a émergé, infusé dans la mode, dans la vie en général. Mais après, le futur du hip-hop, avec notamment la création d'établissements, de lieux d'apprentissage, de transmission. Là aussi, tous les deux, à votre manière, vous avez voulu continuer à garder cette identité. Toi, Bruce, en créant donc l'école Juste Debout School. Tu nous as dit effectivement qu'il y avait ces événements et que c'était parti dans différents pays avec ce tour que tu avais fait. Donc il y avait des marques Juste Debout ailleurs, mais il y a surtout à Paris et en France une école où tu transmets cet apprentissage, cette identité, cette culture. Et toi, Yuval, tu continues à animer donc des événements importants avec cette identité hip-hop. Tu rencontres des jeunes danseurs dans la partie underground, comme tu le disais. Tu leur transmets ces codes et cet état d'esprit que peut-être ils ne peuvent pas trouver partout. Et ça fait perdurer ce mouvement. Moi, je dirais, aujourd'hui, les écoles de formation, elles sont super importantes parce que Bruce, il en parlait la dernière fois, on donne de la technique, mais on essaie de donner aussi l'état d'esprit. Mais ils n'ont pas vécu notre génération, donc c'est pas aussi évident parce qu'évidemment, tu peux leur parler de tout ce que tu as envie. Eux, ils écrivent l'histoire de leur génération. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant pour eux? Est-ce que le hip-hop que nous on a vécu, c'est le hip-hop qu'ils vont vivre? Non. On peut leur parler pendant des heures, on peut leur dire tout ce que tu veux, mais on peut leur donner l'état d'esprit. On peut leur donner un état d'esprit, un état d'esprit de ça, mais on vit quand même dans une génération qui soit des gens veulent
vivre de la danse, s'ils peuvent vivre de la danse, ou soit évidemment avoir ce qu'on appelle le fame, c'est-à-dire gagner des battles, et puis à un moment donné voyager et avoir tout ce que nous on n'a pas eu. Parce qu'en vérité, le cheminement, c'est que nous on part d'en bas pour essayer d'instaurer un truc et essayer d'apporter nos informations s'ils veulent bien nous écouter aussi. Bon, après lui, il est dans le cadre d'une école de formation, donc ils sont obligés de l'écouter. Mais je veux dire, on n'a pas un haut-parleur où on parle à toute la France. Donc ça veut dire que de par nos actions, on peut être exemplaire. Et à partir de là, les gens vont se dire, finalement, on veut leur ressembler. Ou on peut aussi, à un moment donné, être des gens qui sont dans la culture hip-hop et qui pendant très longtemps en sont, mais on n'est pas non plus des modèles de réussite pour eux. Donc ça dépend de la représentativité que tu as au travers de ces jeunes. Comment ils te voient et surtout si aujourd'hui tu es encore actif. Si encore tu danses toujours, si tu pratiques, si tu mets des choses en place, si tu fais partie du paysage. Parce que si tu es quelqu'un qui est là depuis longtemps, en vérité, eux, de par leur génération, dans l'instant T, maintenant, et qu'en vérité tu es juste un nom il y a 20 ans ou de l'époque de leur grand-mère, t'as beau leur dire ce que tu veux, ça sera juste une bonne poignée de main, un respect consensuel, mais en vérité pour eux t'es pas le guide ou celui ou le berger qu'ils ont envie de suivre. Eux ils veulent suivre ceux pour qui ça marche. C'est-à-dire lui, moi d'une certaine manière, mais c'est encore sur un autre registre, ou les Twins, ou d'autres personnes où ils peuvent se référer à ces gens-là. S'identifier, voilà. Alors l'école, du coup, est-ce que toi tu crées en termes d'établissement, d'école et de transmission, tu peux nous l'expliquer en quelques mots? Alors l'école, il y a trois vocations principales. La location d'espace, comme ici derrière, là maintenant. Là c'est pas vraiment du hip-hop. Il y a les cours du soir, donc des cours un peu ludiques pour monsieur et madame tout le monde qui voudraient apprendre le hip-hop. Okay. Donc voilà, en sortant du travail. Et il y a une école de formation, donc tous les jours, 5 jours sur 7, de 9h à 16h. Et c'est des élèves qui viennent du monde entier, qui sont pris sur audition pour apprendre l'art de la danse hip-hop. Avec du b-boying, du popping, du locking, de la house dance, du hip-hop bien sûr. Et aussi la danse africaine, claquette, tap, pardon, danse africaine, tap, diététique, histoire de la black music, etc. Parce que c'est important pour moi qu'un danseur soit polyvalent. Justement, en allant aux États-Unis, moi, en ayant fait des auditions là-bas et tout, je me suis rendu compte de l'importance de la polyvalence du danseur. Et du coup, j'ai été dans les auditions, les mecs qui dansaient tout. Et je suis wow. Donc du coup, ça m'a donné envie de recréer une école comme ça ici. Mais comme l'a dit Yuval, c'est une autre époque, il faut s'adapter à l'époque. Faut s'adapter, faut pas édulcorer le discours, mais il faut quand même adapter le discours parce qu'on n'est plus dans les années 80, clairement. Donc voilà. C'est vrai. C'est vrai. Non, ce que je veux dire, c'est que tout d'un coup, ce que nous on raconte, c'est anecdotique. Pour eux, c'est super. Presque, ils auraient voulu vivre notre génération. Et puis finalement, tu te dis, c'est une course de fond. C'est pas un sprint et notre plus grande fierté à Bruce, à moi et d'autres, c'est d'avoir réussi à traverser toutes ces générations et d'être aujourd'hui des bons exemples pour la jeunesse. Quand j'ai des bons exemples, ça veut dire addiction, représentativité, ce qu'on met en place, maître d'œuvre, tout ce qu'on fait qui fait qu'à un moment donné, en tant que citoyen, en tant qu'homme, en tant que père, en tant qu'adulte, ce qu'on renvoie, c'est positif. Et pour moi, ça c'est le plus important aujourd'hui, pour ces jeunes. Et il y a juste un autre truc que je voulais dire, c'est que l'écosystème du hip-hop, ou de la danse hip-hop, ou de la culture hip-hop, est très solide en fait. C'est un écosystème naturel. Il y a une école de formation, mais il y en a qui ne veulent pas venir dans l'école de formation. Il y a des cours dans la rue, il y en a qui ne veulent pas aller dans la rue. Ils vont sous un hall, il y a des gens qui les prennent sous leur aile, ils les emmènent dans leur cours. Enfin, c'est une espèce d'écosystème qui fonctionne très bien finalement dans le désordre, un peu comme la nature. La nature n'aime pas le vide, et le hip-hop c'est pareil. Donc quand quelqu'un vient pour perturber un peu cette nature, c'est dommage, mais en tout cas, ça fonctionne très bien comme ça. Voilà. Quel est le futur pour la marque Juste Debout, en dehors de l'école? Alors il y a beaucoup de choses, aïe, on a bossé. On a bossé. Déjà, il y a 2 autres écoles qui vont voir le jour en 2022. Une à Porte de Champéret, axée sur la musique, DJing, beatmaking, plus danse. Et une à La Défense, avec digital marketing digital, community management et danse. On a une application qui s'appelle Top on the Floor, qui est une application de ranking du danseur, mais c'est juste un outil pour pouvoir faire une cagnotte. En fait, c'est comme un crowdfunding qui permet de faire une cagnotte pour les 100 meilleurs danseurs du monde entier. Donc c'est arrivé au monde entier. Et chaque personne qui paye donne de l'argent à la cagnotte pour soutenir la danse et la
la scène danse. Le Juste Debout reviendra en 2022. Ah, Voilà. d'accord. Pas en France, parce que la France a été trop dur. Donc voilà, on sera ailleurs. Et puis voilà, on est sur beaucoup d'autres projets. C'est déjà pas mal. Donc on a balayé là ensemble une quarantaine d'années, une trentaine, une quarantaine d'années d'évolution du hip-hop et particulièrement de la danse jusqu'à aujourd'hui où effectivement vous êtes les représentants vivants de l'évolution de cette danse avec l'envie de garder cet état d'esprit d'origine et donc c'est important pour les acteurs de cette culture qui est des piliers qui en plus soient des gens qu'on puisse suivre comme vous le disiez par rapport à l'évolution de cette culture comme des modèles qui ont réussi à en créer une profession et une activité. C'est quoi votre rêve à tous les deux pour la suite du hip-hop en France? Moi, mon rêve, c'est que... moi, je trouve ça bien. Enfin, là, il va y avoir le break au JO. Bon, c'est bien, ça va être bien pour moi. J'attends vraiment de voir ce qu'il en sera en finalité. Donc, pour les jeunes, c'est bien. Si maintenant j'ai un discours qui est un peu contre-productif, c'est un peu comme si je voyais pas un petit peu, m'adapter pas à ce qui se passe pour la jeunesse. Et ça, c'est un petit peu le truc qui les fait rêver à tous dans le break, exclusivement dans le break. Moi, je me dirais, pour les années en cours, mon rêve à moi perso ou le rêve pour la culture hip-hop? Les deux. Le rêve pour la culture hip-hop, c'est que la culture hip-hop, elle se diversifie de plus en plus, qu'il y ait des plus gros événements, qu'on rentre dans des endroits qui étaient inaccessibles à la culture à l'époque, qu'aujourd'hui on fasse plus de distinguo entre les quartiers et puis finalement n'importe qui puisse danser, que ça se mondialise à tous les niveaux, que les gens puissent de nouveau voyager, et puisse y avoir une économie, ce qui nous a montré le bon chemin par la suite. Et ça sera un bon rêve que ça continue à perdurer et que ça soit vraiment reconnu. Parce qu'aujourd'hui, la reconnaissance du hip-hop, elle se fait à travers les années et parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des événements qui sont très très bien passés. Donc, parce que c'est vrai qu'il y avait une peur du hip-hop quand même à un moment donné et qu'elle commence un petit peu à s'amenuiser. Qu'on ait enfin des gens qui fassent des choses qui sont liées au hip-hop mais qui ressemblent au hip-hop, c'est-à-dire les films. Parce que quand je vais au cinéma, les films que je vois, il n'y a rien qui me ressemble. Les comédies musicales, et si c'est hip-hop, ça doit rester hip-hop. Les scènes vivantes. Ce qu'il en parlait tout à l'heure, si à un moment donné c'est estampillé hip-hop, ce que je vois ça doit être hip-hop. Et ça c'est très important parce que finalement au fur et à mesure tout le monde grappille un petit peu et ça devient du hip-hop, du fac-similé hip-hop et puis à la fin pour certaines personnes ça c'est du hip-hop mais pour nous ça ne l'est pas. Oui. Et donc à la fin on se retrouve plus. Alors c'est quoi le vrai hip-hop? Non, le vrai hip-hop c'est nous. C'est nous le hip-hop, c'est nous la communauté hip-hop. Et vous, ce que vous projetez, c'est tout sauf ce qu'on est. Et si moi je me retrouve pas dans ce que je vois, j'ai l'impression que finalement, c'est soit les gens, pour vivre de façon alimentaire, ils vont promotionner des choses qui sont pas hip-hop, mais on va toujours se cacher derrière le fait que grâce à ça ils peuvent vivre. Mais en finalité, ils donnent des avantages et ils permettent, si tu veux, à d'autres, aux institutions de pouvoir perdurer à quelque chose qui devrait nous ressembler, mais qui n'est pas nous. Donc finalement, ça ne revient pas. Et moi, je ne veux pas être conservateur, pas trop conservateur, je veux être avant-gardiste, mais je veux quand même me dire que écoute, je sais c'est quoi le hip-hop, je sais à quoi ressemble le hip-hop, et je veux que demain, je te dis que ça soit à n'importe quel moment, que ça soit dans les médias, ou que ça soit au niveau artistique, dans les scènes vivantes, ou que ça soit, à n'importe quel moment, je me dise, nous on est présents, on est un peu des templiers, et qu'on puisse faire perdurer encore ce truc-là, parce que j'ai envie demain, et c'est vraiment, ça se tient vraiment au cinéma, à la musique, parce que même maintenant quand j'écoute la musique, des fois je trouve qu'il n'y a pas de message, donc il y a des choses des fois au bout d'un moment qui se perdent, j'ai pas envie qu'elles continuent, mais j'ai envie qu'elles continuent dans le bon chemin. Okay. Donc si je peux accentuer le truc, c'est bien, et pour moi, maintenant à mon niveau personnellement, moi j'ai envie de pouvoir continuer à danser mais sans faire pitié. Et je veux pas être un ancien qui danse et quand les gens me voient danser, ils disent c'est bien, mais alors qu'en vérité je suis claqué. Si à un moment donné je commence à devenir claqué dans ce que je fais, speaker, danseur, organisateur, je veux qu'on puisse me dire arrête-toi et passe la main et passe le relais. Mais je peux passer le relais, mais je veux que moi en tant que danseur, si demain on me dit ouais il y a une démo de jury, si je danse,
je veux pas faire pitié. Moi, je veux faire quelque chose où je suis fier de moi. Et si ce que je propose, c'est pas terrible, la fois d'après, je ferai mieux. Si je vois que je peux pas faire mieux, j'arrête. Non, je veux pas. Moi, je veux une bonne image. C'est important. Ok. Oui, Yuval a dit beaucoup de choses qui sont très vraies pour moi aussi, donc je vais pas répéter ce que Yuval a dit, je suis en grande partie d'accord avec lui. Je rajouterais juste au global unity, donc plus d'unité. Et personnel, qu'on puisse continuer à rêver, qu'on puisse continuer à faire notre passion. C'est magnifique de pouvoir vivre de ce qu'on fait, de ce qu'on aime. De pouvoir vivre de notre art, de pouvoir partager avec des gens, même ça, voilà, c'est génial. Donc voilà, juste moi mon rêve le plus fou c'est de continuer à développer. J'ai déjà réalisé beaucoup de mes rêves, Dieu merci, et il y en a encore beaucoup, j'espère pouvoir les développer. Voilà, c'est tout. Eh bien, on souhaite longue vie à la danse hip-hop en France, à l'école Juste Debout, aux événements Juste Debout, à tous les événements hip-hop et les présentations qu'on a l'occasion de voir dans ces événements. Moi, je vais être sur beaucoup d'événements et je suis beaucoup en lien sur un événement qu'on appelle Étant 2024 où je serai beaucoup dans les collèges, les écoles pour permettre d'expliquer la culture hip-hop. Parce que moi, je parle d'une culture constamment. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le hip-hop, mais ils sont dans le hip-hop, pas dans la culture. Nous, on est dans la culture. C'est pas pareil. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, nous, on sera encore là dans 10 ans, si Dieu veut. Et les autres, c'est juste tant que ça marche pour eux, ils sont dedans. Et quand ça marche plus, nous, on est des passionnés. Argent, pas d'argent, on sera toujours dedans. On dansera toujours. On sera toujours dans ce truc-là, à notre manière, à notre niveau. Et on apportera tant qu'on pourra apporter. Parce que c'est quelque chose qui est en nous. On est le hip-hop. Et alors qu'il y a peut-être d'autres personnes qui sont dans la culture hip-hop parce que ils ont trouvé que c'était un petit business ou parce qu'ils ont trouvé leur intérêt dedans, mais resteront pas longtemps. C'est le fond et la forme. Voilà. Le fond et la forme ou être et paraître. Voilà. Pour vous placer le curseur où vous voulez, mais ouais, c'est ça. Voilà, Et donc merci de ce témoignage et je vous invite à découvrir en fait ce qui se passe à la Juste Debout School ou au niveau des événements de Yuval en France avec, on l'espère encore, de belles collaborations entre ces artistes français-américains, ces événements français et américains sur cette thématique-là. Merci à tous les deux. Merci à toi. Thank you.